Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Le sel de la vie, le podcast pour vous faire du bien. Je vous retrouve chaque jeudi autour d'un thème qui nous encourage à grandir et qui nous interroge sur une vie meilleure. Je suis Aurélie Lascombe, énergéticienne et créatrice de la chaîne YouTube Détente et Sérénité. Bonjour, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Florence. Bonjour Florence. Bonjour Aurélie. Florence, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît? En quelques mots. Alors je suis Florence Payan, je suis kinésiologue. Je vis sur les Issambres et je pratique sur Saint-Raphaël depuis déjà 6 ans. D'accord. Alors Florence, comment est venue à toi la kinésiologie? Raconte-nous un petit peu ton parcours. Alors la kinésiologie, il y a une douzaine d'années, j'avais une vie bien réglée, 2 beaux enfants, une belle vie matérielle et tout était bien. J'étais une parfaite épouse et tout fonctionnait à merveille. Et donc il y a 12 ans, un des membres de ma famille décide de mettre fin à ses jours et du coup j'ai pris des décisions. En fait, ça a eu un impact important sur moi, sur ma façon de voir les choses, sur ma façon de me comporter et la vision que j'avais de la vie. À ce moment-là, pour trouver des ressources par rapport à cet événement, je me suis rendu compte naturellement que la nature était quelque chose de salvateur pour moi. Me retrouver, je me souviens, donc je vivais aux Issambres et d'aller m'allonger sur le sable, la chaleur du soleil m'enveloppant, l'odeur du sable. Moi qui suis des Hautes-Alpes, la mer n'étant pas vraiment mon élément, j'avais trouvé cette ressource assez surprenante parce que je n'avais jamais imaginé que cet endroit, qui n'était pas le mien, puisse m'apporter autant de chaleur, de réconfort. Et là, du coup, les semaines passent et puis on se rend compte que le geste de cet être cher n'était pas anodin, parce qu'on n'arrive jamais à ça par hasard. C'est réfléchi, c'est mûri, et c'est sûrement, et ça a été sa solution à lui pour se libérer de ses souffrances. Donc, bien sûr, on fait le bilan de sa vie et forcément on dit, mais la mienne, c'est quoi ma vie en fait? Cette vie de famille, bien réglée, tout bien. Mais c'est pas ça la vie. Et petit à petit, donc, on prend conscience qu'on s'est petit à petit éloigné de nos propres valeurs pour être celle qu'on attend d'être. La bonne mère, la bonne épouse. Je ne regrette sûrement pas tout ce que j'ai vécu parce que c'était une expérience extraordinaire. Et je me suis dit, il est temps de faire quelque chose pour toi et de ne plus vivre dans l'ombre de l'autre, dans l'ombre d'une vie matérielle qui, quelque part, était très bien, certes, mais qui ne correspondait pas vraiment à l'être intérieur que j'étais. Mais ça, je ne le savais pas encore. Du moins, je le savais parce qu'on sait, mais ce n'était pas conscientisé. Du coup, j'ai commencé à faire des recherches. J'ai trouvé quelque chose qui me parlait, c'est-à-dire la sophrologie. Et j'ai fait des démarches pour commencer un cursus de sophrologie ici à Saint-Raphaël. Donc j'ai fait 2 ans de sophrologie. Ensuite, j'ai fait 1 an de sophroanalyse pour rentrer un petit peu plus dans le sujet. Et la sophrologie par elle-même, donc j'étais partie pour en faire mon métier. Ce que j'ai fait pendant quelques temps. Mais ça surtout, et comme toutes les personnes qui font un cursus de sophrologie, donc pour être sophrologue, il est bien évident que ça réveille en elle des tas de... Voilà. Comme je dis, c'est comme un pot-au-feu en fait. Tu as tous les ingrédients, alors l'image n'est pas... Bon, parce que je suis gourmande aussi, mais malgré que je ne mange plus de cadavres depuis longtemps, mais bon. Donc tu as tous les ingrédients au fond de cette marmite, et les exercices qu'on apporte en sophrologie, c'est un petit peu comme l'eau qui va commencer à bouillir et qui va faire remonter tout ce qui est
mauvais. Donc ce mauvais gras qui remonte à la surface, et le sophrologue écume, en fait. Donc il écume l'eau sur le bouillon. Bon, bref. Donc du coup, j'ai trouvé ces techniques super intéressantes qui ont réveillé chez moi mais une multitude de connaissances de moi et rattachées à mes propres racines. Comme je te le disais, je suis une Briançonnaise, je viens d'un village dans les Hautes-Alpes, et où enfant, mes ressources étaient la nature. Je partais des journées entières pendant les vacances, je partais à 9h du matin, je rentrais à la nuit tombée. Ma mère ne s'est jamais fait du souci pour savoir où j'étais, puisque c'était sécure chez nous, puisque notre village étant petit, tout le monde savait où j'étais, avec qui j'étais, et dans quelle montagne je me promenais. Donc la sophrologie, elle m'a permis de décupler en fait, on va dire ces mémoires de racines qui étaient en moi, qui étaient là. Il est évident qu'au bout de 2 ans de sophrologie, mon choix était fait, c'est-à-dire celui de changer de vie. Et consciente des conséquences, parce que c'est partir dans... Ce que je veux dire, c'est que se retrouver à la découverte de son être intérieur, il est évident qu'il y a certains côtés matériels d'une vie bien en place qui peuvent être ébranlés. On sait très bien que nos métiers sont des métiers qui sont plus dans l'être que dans l'avoir. Donc, en prenant conscience de tout ça, c'est aussi des démarches qui sont importantes à faire et à accepter. Donc, comme je te disais, il y a beaucoup de gens qui font des cursus de sophrologie qui ne pratiquent pas à la fin, mais qui sont tellement enrichis par tout ce qu'ils ont appris que leur vie devienne différente, quoi qu'il en soit. Les gens ne regardent plus les choses de la même façon. Et comme je dis, et je remercie Michel Freud de l'école de sophrologie du Sud-Est, d'ici, donc, de m'avoir permis de faire ce cursus. Parce que c'est vraiment la sophrologie pour moi aujourd'hui, encore, même si je ne la pratique plus ou très peu, ce sont des clés que j'aurai toute ma vie. Et quand on commence à pratiquer la sophrologie, ça devient des automatismes, comme la respiration, comme des choses où, quand on comprend aujourd'hui avec les neurosciences les mécanismes de la respiration et le bienfait que ça a à tous les niveaux, forcément, ça change vraiment la vision de l'être et être. Après, voilà, donc... Et alors, qu'est-ce qui finalement t'a emmené à la kinésio? Parce que donc la sophrologie pendant quelques temps, et alors la kinésio est arrivée comment? Alors, une fois que j'ai fini donc, mon cursus de sophrologie, la sophroanalyse, je l'ai faite, mais je n'ai pas validé mon cursus, on va dire ça comme ça, mais c'était des points de plus pour moi, ça m'apportait quelques éléments beaucoup plus, on va dire, scientifiques sur les pathologies. Mais la sophrologie, donc je suis quelqu'un de tactile, et le sophrologue ne touche pas. Et je me suis dit qu'il me manquait des clés, que je pouvais aller plus loin, que je pouvais être plus aidante, mais il me fallait une autre porte d'ouverture pour pouvoir rentrer différemment. J'ai aimé la sophrologie, mais pour moi aujourd'hui, elle est limitante. Attention, elle m'a apporté des clés qu'aujourd'hui je ne regretterai jamais, car j'ai connu dans mon cursus de kinésiologie des gens qui venaient de tous les courants, et surtout des courants complètement différents, c'est-à-dire que, je ne sais pas, quelqu'un qui n'a pas du tout cette ouverture et qui veut on va dire, changer de métier à un moment dans sa vie, trouve une formation et l'a fait. Et quand derrière on n'a pas cette, comment expliquer ça, cette connaissance de comment on amène les choses verbalement aux gens sans que ce soit intrusif, sans que ce soit blessant, c'est quand même quelque chose qui s'apprend, c'est pas inné. Alors ça peut l'être peut-être pour certaines personnes inné, mais ça ne l'est pas. Il faut apprendre à tourner ses phrases, il faut apprendre et tout ça, la sophrologie me l'avait appris. Alors je ne suis pas non plus une experte en communication, ce que me diraient mes enfants d'ailleurs, mais si je me pose, je sais. Et ça, je le sais grâce à la sophrologie. Donc la kinésiologie, donc je sentais que j'avais besoin d'outils supplémentaires. Pour moi,
Je travaillais qu'en surface avec la sophrologie. Alors que je sais qu'il y a des sophrologues aujourd'hui qui pratiquent ce métier à fond, qui ne sont que sophrologues et qui font très très bien leur métier, parce que peut-être ils ont été plus assidus que moi dans certaines techniques qui, pour moi, n'étaient pas celles qui me parlaient, comme je te disais tout à l'heure. Et donc je trouve cette formation sur 2 ans, voire 3 ans d'ailleurs, puisque j'ai fait des modules en plus, à Marseille, qui est la kinésiologie. Et là, en kinésiologie, on touche les gens. Alors, qu'est-ce que c'est que la kinésiologie? Explique-nous. Alors, la kinésiologie, donc c'est un peu comme la sophrologie, c'est-à-dire on retrouve le mot logos, qui est la parole, donc le kinesthésique, donc le toucher, donc kinésiologie, la parole du toucher. C'est une technique qui, comme la sophrologie, date des années 60 environ, je crois que c'est 64 la sophrologie, ou 60 je crois la sophrologie, et ainsi que la kinésiologie. Donc c'est quand même des méthodes qui sont relativement récentes. Bon, donc la kinésiologie, il y a beaucoup de choses dans la kinésiologie. En fait, la kinésiologie a été mise en place par des chiropracteurs dans les années 60. Ça vient d'Australie. Et ce fameux chiropracteur s'était rendu compte que les muscles pouvaient être stressés, mais pas stressés uniquement par le mouvement, mais aussi stressés par le mental. Tu veux dire que si jamais on vit des situations anxiogènes, stressantes, etc., nos muscles enregistrent tout ça. Ça reste gravé dans notre corps. Alors, peut-être pas gravé, mais c'est le premier impact avant le mental. C'est le corps qui décide, qui réagit en premier. Pardon, pas qui décide, mais qui réagit. Avant notre mental. Avant notre mental. D'accord. Donc, c'est Leys celui qui a défini le syndrome du stress. Donc, action, fuite ou stagnation, on va dire ça comme ça, pas le terme exact. Un exemple, quand on nous agresse, disons que là, il y a quelqu'un qui rentre, qui s'est trompé de porte, qui va rentrer. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va sursauter parce qu'on a peur, mais quand on va le voir, on va prendre du recul, parce que peut-être imaginons que cette personne vient et qu'il y a un compte à régler avec le voisin, mais qui s'est trompé, qu'il ouvre la porte et qui crie. Donc nous, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va reculer. Donc notre corps réagit en premier, parce que c'est le cerveau reptilien qui va faire que... Tout de suite, il y a une réaction. Tout de suite, il y a une réaction. Donc on fuit, ou on attaque, ou on reste figé. Le problème, c'est que... Alors on va un peu se disperser, Aurélie, puisque tu me parles de ça, on va partir là-dessus. Donc le cerveau, lui, qu'est-ce qu'il fait? Quand il fuit, il liquide. D'accord? Donc là, on va dire que le processus, on va dire des neurotransmetteurs comme l'adrénaline et les décharges de cortisol vont être évacués, puisqu'on va se mettre à courir, donc ça va évacuer. Celui qui va se battre va aussi évacuer. Mais celui qui va rester scotché sur sa chaise et qui ne va pas réagir, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Le seul moyen qu'il a, lui, c'est d'enregistrer ce qui s'est passé. Et c'est la pire des choses. La kinésiologie, elle va travailler là-dessus. Elle va travailler en amont là-dessus. Mais donc, je vais revenir sur la kinésiologie. Donc, en kinésiologie, c'est des méthodes de chiropracteurs, puisqu'on travaille beaucoup sur les muscles, sur les os aussi, mais on ne manipule pas. Alors, on ne manipule pas comme des chiropracteurs. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'ostéopathes qui font de la kinésiologie, parce que la kinésiologie, donc au sens étymologique du terme, entre guillemets, c'est trouver aussi l'émotion associée aux problèmes physiques. Donc on sait que le physique influence le psychologique, qui influence le physique. Donc on va dire que, alors je vais essayer de faire succinct, c'est que en kinésiologie, par exemple, on va tester les 14 méridiens. D'accord, il y en a 16, mais les 14 principaux, du moins les 14 bilatéraux. Et les 2 merveilleux vaisseaux, ceux qui font le Jaipu, c'est-à-dire le yin et le yang. On les teste. Donc là, c'est en analogie donc avec la médecine chinoise et les chakras, et aussi les couches auriques. On part par exemple d'un muscle qui s'appelle le grand pectoral claviculaire, qu'on teste comme ça. Et ce fameux muscle, il est en lien direct avec l'élément terre, dans lequel on va trouver la rate et l'estomac.
donc le fameux grand pectoral claviculaire, est lié directement à l'estomac et à son méridien et à ses émotions associées. D'accord ? Là, on rentre vraiment dans la médecine chinoise. Là, c'est vraiment C'est de la médecine chinoise. Voilà, exactement. Donc, un kinésiologue, ce qu'il va faire, c'est que quand on teste donc le premier rendez-vous, c'est comme si on allait remettre la machine en route. Les personnes viennent, ont des vies stressantes ou quel que soit l'âge, quels que soient les traumatismes qu'on a eus ou ceux qu'on vit actuellement. Souvent, l'énergie vitale, comme disaient les Romains, mais le qi, comme on dit en médecine chinoise, ne circule pas bien. Parce que dans les méridiens, ça ne circule pas, donc ça ne circule pas dans les muscles, donc ça ne circule pas dans l'énergie vitale de la personne. Donc quand on teste ce fameux grand pectoral claviculaire, si les deux méridiens, donc le bras gauche et le bras droit, puisque le pectoral est dans le bras, sont en vide d'énergie, c'est qu'on a un problème ou d'estomac, ou une émotion que l'on n'a pas digérée au sens propre et figuré. D'accord. Toutes ces émotions se situent donc dans des organes payeurs, ce qu'on apprend aussi en sophrologie, parce que tout est relié. Parce qu'on se rend compte aussi, même dans la kinésiologie, on peut aussi demander si une personne a besoin de faire des exercices de sophrologie. Oui, tout à fait. Tu peux allier les deux. On peut allier. L'avantage, c'est que le test musculaire, le kinésiologue travaille avec le test musculaire, c'est-à-dire qu'il va brancher la personne entre guillemets, ça c'est notre jargon. Il faut savoir que la personne doit être hydratée. Petite chose qui est très intéressante à savoir, c'est que notre cerveau, donc le système électrique de la personne, c'est l'eau. C'est l'eau qui circule dans le corps et notamment dans le cerveau, le liquide céphalo-rachidien. Cette eau, c'est le système électrique de toutes nos connexions cérébrales. Donc, qui boit mal pense mal. Qui boit bien pense bien. Mais surtout, et ce qu'il faut savoir, c'est que notre cerveau change d'eau 3 fois par jour. Et que s'il n'a pas suffisamment d'eau que l'on vient de boire 1 heure avant ou 10 minutes avant, il va l'épuiser dans nos muscles. Ce qui crée forcément des crampes et une façon différente de penser. D'où, quand on est dans le désert et qu'on n'a plus d'eau, on a des hallucinations. D'accord. Voilà. Donc, l'hydratation est essentielle pour le fonctionnement des organes, mais aussi pour notre mental. Vital. Ouais. Pas d'eau, pas de vie. Ouais. Ça, on le sait depuis longtemps, mais c'est vraiment très important pour les circuits neuronaux, pour faire qu'il fasse son taf. Après, donc on va déjà brancher la personne. Donc nous, les kinésiologues, on travaille avec le test musculaire. C'est-à-dire que là, c'est des petits... on touche très peu la personne, parce que le but, c'est pas de toucher la personne et de faire des gestes brusques, parce que justement, l'énergie vitale est très subtile. Après, les gens, bien sûr, qui sont néophytes dans la kinésiologie et qui viennent pour une première séance, il y a toujours ce temps d'adaptation, parce que les gens sont toujours un petit peu déjà dans la crainte, parce que c'est une technique assez particulière, et ne comprennent pas trop ce que veut dire quand je leur demande de résister quand on teste le bras ou une jambe. Parce qu'on a aussi les autres méridiens, où on va aller tester le péronnier, par exemple, qui est au pied, pour les reins. Donc, voilà. Alors, quelle est la différence finalement avec la médecine chinoise? Parce que là, du coup, tu me dis qu'on travaille sur les méridiens, sur les organes. Quelle est la différence principale en fait entre la kinésio et la médecine chinoise classique, traditionnelle, je dirais? Alors, on va dire que c'est la porte d'entrée, c'est la médecine chinoise en kinésiologie, d'accord? Pour justement remettre en route cette énergie vitale, se rendre compte dans quel élément, donc les 5 éléments de la médecine chinoise, bois, feu, terre, métal et eau. Chaque élément est composé de viscères, de muscles et d'émotions. Donc, comme je te disais, la terre, c'est la rate et l'estomac. Mais après, on a l'eau, l'élément eau, on sait que c'est la vessie et le rein. Bon, après, c'est un peu logique. C'est les sièges de la peur, par exemple. Et après, on a de multiples façons de corriger. En fait, en kinésiologie, je les avais comptés un jour, je crois qu'on a à peu près 300 façons de corriger. Parce que ça va au-delà de tout ça. Parce que
Donc, quand on rentre en contact avec la personne par le biais, je vais te décrire une séance. Voilà. Oui. Donc, la personne vient et en général, d'où tout est lié. On vient, la plupart des gens qui viennent chez moi, bon alors ça, déjà on peut commencer, pas nourrisson mais presque, puisqu'en kinésiologie on travaille en transfert sur la mère. D'accord, ok. Ça c'est très important. Donc on vient avec un bébé, voilà. Exactement, parce qu'on sait que jusqu'à 3 ans, un enfant, le seul moyen de communication qu'il a, c'est la vibration qu'il reçoit de ses parents. Ça aussi, en sophrologie on l'apprend, le regard sécure ou insécure des parents et tout ce qui va avec. Donc une personne vient, la plupart des gens viennent parce qu'ils sont dans des relations ou dans des comportements qui sont redondants. Et arrivé à un certain âge, quand on a fait le tour de la question, quand on a essayé on a vidé la cave et on a tout dépoussiéré et qu'en fin de compte le problème est toujours là, on se dit la vérité est ailleurs peut-être. Donc on vient me voir, ceux qui savent. Et donc tu viens avec un objectif, on va dire, par exemple, il faut savoir que moi, je vois en cabinet ici, la plupart des gens, c'est de mon âge en général, entre 45 et 55 ou 60, on arrive à des âges où là, on se pose des questions parce qu'on ne trouve pas la solution, qu'on est comme le poisson dans le bocal et qu'il ne se passe rien, mais que ça devient de plus en plus handicapant. Donc les gens viennent avec un objectif qu'on appelle, cet objectif, il faut qu'il soit actif, concret et enthousiaste. Donc en étant actif, ça veut dire ici et maintenant. Donc c'est je suis. Enthousiaste, parce que le but c'est quand même d'y arriver, donc on y met toute son énergie. Et positif. Mais comme ce n'est pas ton cas, imaginons, tu viens demain et tu me dis, voilà Florence, j'ai un problème, je me suis rendu compte que je manquais de confiance en moi dans un domaine très particulier, à savoir que la confiance en soi, l'estime de soi et la dépendance affective, c'est 80% des gens. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc tu viens et tu me dis ça. Donc moi je vais te faire, je vais te remettre, on va dire, en route avec les 14 méridiens, donc les 2 merveilleux vaisseaux. Donc on va aller déjà là, s'il y a un problème, te faire parler de certaines choses, parce que les mots sont magiques. On va nettoyer, on va dire, les émotions bloquées dans ta chaîne, on va dire, dans toute la colonne vertébrale. Et tu vas passer, donc tu t'allonges, et donc moi je te fais le test musculaire, donc je comprends ton énergie, comment tu circules, le chi à l'intérieur de toi, donc je me capte avec mes doigts sur ton avant-bras, et tu vas me dire, j'ai confiance en moi dans cette situation. Mais comme c'est faux, donc ton énergie vitale, elle va descendre. Oui, d'accord. Donc nous, on appelle ça le circuit faible. Par le biais d'une technique, tu vas garder ce circuit faible en toi. Et là, on rentre dans le nettoyage, on va dire, kinésiologique, qui est donc, on va aller chercher, on part, alors en général, c'est des saboteurs. Le saboteur, voilà, c'est celui qu'on connaît, qui nous sabote. C'est celui en haut qui nous dit, mais non, tu sais bien, on te l'avait dit, t'es nul, tu sais pas faire. Mais oui. Ou alors la scène typique qui vient le jour où on s'est ramassé devant quelque chose qui nous a profondément blessés. Alors on l'a peut-être oublié, mais on se rappelle la vibration de l'émotion. Donc on part de ton âge actuel, souvent. Donc pour tout ce qui est sabotage, le saboteur, c'est celui qui est venu avant, nous interdire d'être aujourd'hui. Mais des saboteurs, souvent, il n'y en a pas qu'un. Parce que quand on arrive à 45 ou 55 ans avec cette redondance justement de problèmes, c'est qu'il y en a plusieurs. Et il y en a surtout un, plus un, qui vient appuyer le numéro 1. Donc le 2 vient appuyer le 1, le 3 vient appuyer le 2 et le 1. Et on arrive comme ça à ce que ça devienne en fait une espèce de technique conditionnée de l'être humain en se disant voilà, je fonctionne comme ça. Donc on part normalement en récession d'âge, et ça c'est une particularité des techniques de kinésiologie, c'est qu'on part de l'âge actuel de la personne, et moi comme j'explique aux personnes, je leur dis voilà, je me branche sur vous, j'écoute une chanson, moi j'adore les métaphores, depuis enfant j'ai toujours fonctionné avec les métaphores et ça fonctionne très bien. Donc, imaginons que j'ai envie d'écouter une chanson qui s'appelle Aurélie, j'ai confiance en moi dans cette situation.
Donc j'écoute ta chanson Oui. et je pars de ton âge actuel Mhm. et j'écoute ta chanson et à un moment donné, elle grésille. Et le kinésiologue, là, il sait à quel âge ça grésille. Parce qu'on D'accord. descend, donc on demande au corps à quel âge ça s'est produit. Oui. Attention, nous ne sommes pas des voyants. Mhm. Si un jour, tu vas chez un kinésiologue qui te raconte ton histoire en te disant qu'il s'est passé ci, ça, ça et ça, remets tes chaussures et va-t'en. C'est pas ça le but. Ça, c'est pas du boulot, ça. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas là pour faire culpabiliser les gens. On parle d'émotion. D'accord. On dit uniquement, par exemple, là, je redescends et je trouve j'écoute donc ta radio, ça grésille, et là, je tombe sur une émotion. Donc, on la cherche, cette émotion, dans un des 5 éléments, et on tombe sur, par exemple, l'estomac, ou la vésicule biliaire, ou le foie, on va dire le rein, dans l'élément eau. Et le rein, et là, tu as abandon ou peur. Et le kinésiologue doit te dire, voilà, à 28 ans, il s'est passé un événement de l'ordre de la peur qui a fait qu'aujourd'hui, vous vous retrouvez dans cette situation où vous n'avez pas confiance en vous. Alors, qu'on le sache, qu'on s'en rappelle ou qu'on ne s'en rappelle pas, parce qu'il y a des événements qui marquent les gens. Moi, par exemple, je n'ai aucune mémoire du temps. Donc, compliqué pour moi de me dire en 1972, il s'est passé ça. Mais ce n'est pas très grave. D'accord. Parce que ton inconscient, lui, le sait. Et là, le kinésiologue demande quelle est la technique parmi les 300 qu'on a à faire et celle qui va nettoyer. D'accord. Alors ça peut partir d'un drainage lymphatique, ça peut partir sur un massage des neurovasculaires, neuro-émotionnels, ça peut être des phrases à te dire, ça peut être, je ne sais pas, sur tes champs auriques, les champs subtils, par exemple le champ aurique à nettoyer, mais ça c'est holistique, donc ça ne parle pas à tout le monde. Si tu as peut-être un chakra qui est en vide d'énergie, ou il y en a peut-être un qui prend de l'énergie sur l'autre. Et la correction, elle dure 2-3 minutes. Mais alors, donc après, parce qu'il y a beaucoup de choses à corriger, j'imagine, donc les séances durent longtemps. Alors, probable. Parce que, et déjà, personnellement, et tous les kinésiologues que je connais, et l'école que j'ai fait, donc à Marseille, le FKP à Marseille, c'est on corrige tant que le corps nous le demande, parce qu'on demande. D'accord. On demande au corps, après chaque correction, s'il faut demander plus. D'accord. Donc on a des techniques. Alors normalement, les kinésiologues, ils parlent avec leurs doigts. Okay. Parce qu'il faut savoir qu'au bout de nos doigts, il y a des infimes capteurs qui sont directement reliés à notre cerveau. Et nous avons tous appris nos techniques, soit presque par cœur. Moi, personnellement, je n'en connais peut-être que 15 ou 20, parce que je les pratique. Il y a celles qui reviennent le plus souvent. Oui. Moi, par exemple, je travaille beaucoup avec les élixirs de cristaux et les fleurs de bac, qui ont un impact sur la mémoire vibratoire de la cellule différente. La fleur de bac, elle est différente que les élixirs. Et ça, c'est toujours un peu un soutien. Donc, c'est-à-dire que dès qu'il y a une anomalie, tu la corriges, et alors après, tu n'as pas besoin de revenir dessus. Donc, à chaque séance, tu peux aller de plus en plus loin, et tu remontes. Alors, donc, tu corriges, mais il peut y avoir l'arbre qui cache la forêt. Et ça aussi, tout a été prévu dans le manuel des kinésiologues, c'est-à-dire que tu demandes s'il n'y a pas on a un mode qui s'appelle le mode suppression. Donc, quand on corrige, et au moment donné, on dit est-ce qu'il faut corriger plus, et que là, il nous dit non. Là, donc, on demande au corps s'il y a un mode suppression, donc si là, le mode suppression sort, entre guillemets, il faut corriger. Parce que sans corriger le mode suppression, donc le fameux arbre qui cache la forêt, c'est l'effet qui se coule, en fait. Donc, c'est-à-dire il faut le corriger aussi pour que la première correction fonctionne. Parce que ça va tenir dans le temps. Mais ce que je veux dire, c'est qu'un sujet, théoriquement, se règle en une séance. Du moins, attention. Généralement, donc, je demande aux gens de venir 3 fois. Pourquoi 3 fois? Comme je te disais tout à l'heure, la kinésiologie, c'est une technique particulière. Il faut être un petit peu prêt aussi à ce que ça remue beaucoup. Parce que moi, je conseille aux gens de venir le soir, en fin d'après-midi, pour la première séance, parce que ça peut fatiguer. Ça, effectivement, ça modifie le sommeil aussi, qui est très souvent, de toute façon, positif. Les gens qui ne dorment pas, parce qu'en kinésiologie, on a des méthodes comme la NST, le formulaire que je t'ai montré tout à l'heure. Ah non, c'est pas ça que je t'ai montré tout à l'heure. On va travailler sur les nerfs spinaux. Les nerfs spinaux qui sont en fait des commutateurs, on va dire,
qui partent de la dure mère. Alors c'est un peu compliqué, mais la dure mère, c'est une éponge qui se situe sous le cerveau. Et elle, en fait, elle transmet toutes les informations. Donc tout ce qui est cortisol est à petite dose et diffusé gentiment dans cette dure mère, du moins de la dure mère, et qui part dans les nerfs spinaux. Et les nerfs spinaux, donc c'est le nerf vagal, lui, il va distribuer dans les organes associés le problème. Parce que chaque organe, par exemple, on s'est rendu compte que les gens qui faisaient un cancer du pancréas étaient souvent des gens qui avaient été humiliés. D'accord. Mais très grosse humiliation. D'accord. On appelle ça l'organe payeur. Mais le champ est tellement, tellement, tellement vaste et inexhaustif parce que tout est relié. Donc tu préconises 3 séances et après pour toi c'est des choses donc, qui durent dans le temps, voilà, où la personne doit revenir de temps en temps ou à un événement particulier ou... Parlons concrètement. Au début, donc les 3 séances, elles sont importantes parce que donc la première, c'est la connaissance. Le corps ne sait pas ce que je fais. L'inconscient, il va avoir des informations aussi en amont qu'il va falloir qu'il traite. Les séances, c'est toujours 3 semaines. D'accord. Il faut savoir aussi qu'on ne fait jamais 2 thérapies la même semaine. D'accord. Il y a même un ostéopathe, il ne faut pas le voir la même semaine qu'un kinésiologue. Il faut le temps que ça se mette en place, il faut le temps que l'inconscient se nettoie, il comprenne qu'il n'a plus besoin de vivre dans ce schéma-là. Rappelle-moi ta question. Donc, combien de séances tu disais 3, donc, 3 séances pour vraiment déclencher une nouvelle façon de fonctionner. D'accord. Ça fonctionne à 80% des cas. D'accord. Après, il y a toujours des réfractaires. Alors, il y a des pathologies particulières sur lesquelles tu as vraiment remarqué que ça fonctionnait particulièrement bien? Alors, des pathologies, non. Mais des cas de figure, oui. C'est-à-dire tous les gens qui veulent changer de vie, en fait. Parce que c'est aussi... alors, j'aime pas ce mot, développement personnel, là. Je sais pas pourquoi. C'est comme le lâcher-prise. Comme j'ai toujours dit, demande à un chien de lâcher son os, c'est compliqué. Mais développement personnel, non. Peut-être... reconnaissance de soi. Parce que là, il y a du travail à faire. Comme moi, quand je suis rentrée en sophrologie, j'ai ouvert une porte dont on m'a donné une multitude de clés et des outils, comme dirait Madame Freud, qui ont fait que j'ai su m'en servir. Et il suffisait juste de mettre la clé dans la serrure et l'actionner. Mais c'est le fait de l'actionner qui est compliqué souvent pour les gens, ce qui est limitant. Mais donc les gens viennent 3 fois et là où j'ai le plus de réussite, c'est sur les adolescents. Parce que souvent un adolescent, une petite, alors c'est pas pour flatter mon ego, mais un petit peu quand même, parce que je suis pas dénue d'ego non plus, mais qui est gratifiant, c'est qu'un jour un enfant vient, il devait avoir 14 ans et ce gamin avait une phobie du sang. Et comme on le sait, toute phobie attire phobie. C'est-à-dire que j'avais une dame aussi qui avait peur des oiseaux. Donc forcément, partout où elle allait, il y avait des oiseaux. On attire ce genre de temps. Donc ce gamin, il était tous les jours, en plus il faisait du foot, donc tous les jours il était confronté à des enfants qui s'égratignaient. À la moindre égratignure, c'était quelque chose de terrible pour lui. Et on a fait une seule séance. Et je n'ai plus jamais vu ce gamin. Mais j'ai rencontré sa maman 2 ans après, qui m'a remercié gentiment parce que le gamin n'avait plus eu cette phobie du sang. Ce que je veux dire, c'est que quand c'est comme une voiture. Quand elle est neuve, les réparations sont peu coûteuses, en énergie aussi. Mais quand elle commence à avoir un peu plus, on rajoute sur notre problématique une autre problématique. Souvent, l'objet n'est pas le même, mais ça vient renforcer la problématique de base qui n'est pas souvent celle qu'on croit, malheureusement. Souvent, on croit que héréditairement, c'est notre mère qui nous a gentiment laissé un petit billet dans la poche, entre guillemets, mais c'est pas ça en fait, c'est souvent autre chose. Il faut savoir qu'en kinésiologie, on travaille en transgénérationnel aussi, parce qu'on porte des choses qui ne nous appartiennent plus, et ça, c'est la plupart des gens qui viennent, des gens de mon âge, de cette tranche d'âge de 45-55, qui sont mélancoliques, mais qui ne savent pas pourquoi. Et la mélancolie, c'est la pire des émotions, parce qu'elle entraîne vraiment les gens vers le fond. Et la mélancolie, c'est la plus dévastatrice des émotions, pour moi, bien sûr.
Et cette mélancolie, souvent, en kinésiologie, on se rend compte qu'elle a été transmise par un aïeux, pas par, ou peut-être aussi pendant la grossesse de la maman, ou ça peut être la mère qui a transmis ça, ou le père qui a transmis ça à son enfant. Donc il y a un champ d'action qui est énorme en fait en kinésio, oui. C'est vraiment très très complet, très global. Oui, et on peut aller très très loin. Alors pour conclure, est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce que ça a changé dans ta vie de rencontrer la kinésiologie ? C'est peut-être un peu particulier ce que je vais te dire, mais déjà merci. Puis je remercie je remercie tous ces gens qui m'ont ouvert leurs portes. Je me remercie moi aussi, mais surtout, je sais pas. Comment t'expliquer ? Pour moi aujourd'hui, la vie, elle a une autre dimension. Pour moi, je suis sûre qu'on fait partie d'un tout et que ce tout qui est l'univers, Dieu. Alors moi, je suis polythéiste, je crois en tous les dieux qui me veulent du bien. Donc il y en a toujours un dans n'importe quel bouquin, même s'il fait 800 pages, qu'il y a un mot qui te plaît. Donc voilà. Ce que ça m'a apporté, ça m'a apporté déjà d'être beaucoup plus zen face à tout ce qui se passe aujourd'hui. Je vis peut-être un petit peu en décalé. Je me rends compte de plus en plus que c'est pas la réalité que je fuis, mais c'est surtout la connaissance de moi qui m'enrichit. Alors j'ai aussi, moi aussi, mes démons, comme tout le monde. Mais intimement, je vais te dire que je remercie, je ne sais pas, les anges gardiens, Dieu, l'univers, de m'avoir mis sur ce chemin-là. Parce que souvent, je suis moi-même bluffée quand j'ai des gens qui viennent et sur quoi on arrive à tomber. C'est une parfaite cohésion en fait du problème, sans vouloir absolument prouver à la personne que moi j'ai raison, parce que moi j'ai raison de rien. Moi je suis qu'un canal, je fais uniquement, je n'ai aucun don particulier. J'écoute ce que la personne a à me dire par le biais de ce chi, donc cette vibration énergétique, et les techniques que j'ai apprises. Et souvent, je me dis, mais c'est magique, parce que nous sommes des êtres divins. Alors peut-être que des gens qui vont écouter ça trouveront ça peut-être un peu perché, mais nous sommes des dieux, et j'en suis persuadée. Parce que quand on est pur. Et alors, c'est vrai que pour moi, la méchanceté n'existe pas, mais forcément, force est de constater qu'il y a des gens méchants et manichéens et qui peuvent être dévastateurs pour d'autres. Mais quelque part, quand on est des êtres divins. C'est ce que nous faisons de nous-mêmes qui transgresse la loi de l'univers. D'accord. Merci beaucoup, Florence. Merci à toi. Merci beaucoup, Aurélie. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Merci et à la semaine prochaine.